Chapitre 46. Elinor recula avec un sentiment d'horreur à cette vue, et son premier mouvement fut de quitter à l'instant le salon. Sa main était déjà sur le pêne, quand Willoughby s'avança vivement et la retint, en disant, d'un ton plus décidé que suppliant, « Mademoiselle Dashwood, une demi-heure seulement, un quart d'heure, 10 minutes, je vous conjure de rester. » « Non, monsieur, » lui répliqua-t-elle avec fermeté. « Je ne resterai pas une minute. Vous ne pouvez avoir aucune affaire avec moi. Les gens ont, je suppose, oublié de vous dire que M. Palmer n'est pas chez lui. » « Quand il m'aurait dit, reprit-il avec véhémence, que tous les Palmer étaient au diable, je serais entré également. C'est à vous, et à vous seul que j'ai à parler. »« À moi, monsieur ? Vous me surprenez beaucoup en vérité. Parlez donc, mais soyez bref, et si vous le pouvez, moins violent. Asseyez-vous, et je vous promets tous les deux. » Elle hésita, et ne savait pas ce qu'elle devait faire. La possibilité de l'arrivée du colonel Brandon, qui trouverait là M. Willoughby, et sûrement avec beaucoup de peine, traversa sa pensée. Mais elle avait consenti à l'entendre, et sa curiosité était excitée. Après un moment de réflexion, elle conclut qu'il valait mieux céder et lui accorder un moment, que de prolonger le temps par des refus et des prières. Elle revint donc en silence au bout de la table et s'assit. Il prit une chaise vis-à-vis d'elle, et pendant une demi-minute, il n'y eut pas un mot de prononcé de part ni d'autre. « Je vous en prie encore, monsieur, soyez très bref, je n'ai pas de temps à perdre, » dit enfin Elinor. « Parlez, ou je sors à l'instant. » Il était dans une attitude de profonde méditation, appuyé de côté sur le dossier de sa chaise, et ne paraissait pas l'entendre. Elinor se leva. Ce mouvement parut le réveiller. « Votre sœur, dit-il vivement, est hors de danger. Le domestique qui m'a introduit me l'a dit. Que le ciel en soit béni. Mais est-ce vrai, bien réellement vrai, que je l'entende de votre bouche ?» Elinor le regardait avec étonnement. Elle croyait voir et entendre le Willoughby de Barton Park, et ne savait si elle ne faisait pas un rêve. Il répéta sa question avec un mouvement très vif d'impatience. « Pour l'amour de Dieu, dites-moi si elle est hors de danger ou si elle ne l'est pas. »« J'espère qu'elle l'est. » Il se leva et se promena vivement. Elinor voulut encore le quitter, mais l'intérêt qu'il venait de montrer pour Maria l'avait déjà un peu adouci. Elle céda à un geste suppliant et resta. Il revint à son siège, s'approcha un peu plus près d'elle, en disant avec une vivacité un peu forcée : « Si j'avais été sûre, parfaitement sûre qu'elle était hors de danger, peut-être ne serais-je pas entrée. Mais puisque je suis ici, puisque j'ai le bonheur de vous revoir, oh, bonne Elinor, vous qui m'aimiez autrefois comme un frère, parlez-moi encore avec amitié. Peut-être sera-ce la dernière fois. Parlez-moi franchement, amicalement. Me croyez-vous un scélérat ? » Et la rougeur la plus vive couvrit son visage. Elinor était toujours plus surprise. Elle commença vraiment à croire qu'il était hors de sens et dans l'ivresse. La singularité de cette visite à une heure aussi tardive et toute sa manière ne pouvaient guère s'expliquer autrement. Dès que cette idée eut frappé son esprit, elle se leva et lui dit froidement : « Monsieur Willoughby, je vous conseille de retourner à Hautecombe, que vous habitez sans doute. Je suis garde-malade et je ne puis rester avec vous plus longtemps, quelque affaire que vous puissiez avoir à me communiquer. Vous vous la rappellerez sûrement mieux demain. »« Je vous entends, » dit-il avec un sourire expressif et une voix parfaitement calme. « Peut-être ai-je en effet perdu la raison, mais non pas comme vous le pensez. Depuis ce matin à 8 heures que j'ai quitté Londres, je ne me suis arrêtée que 10 minutes au plus, à Marlborough, pour faire manger mes chevaux qui n'en pouvaient plus. J'ai pris moi-même un verre de porter et un morceau de bœuf froid. Voilà tout ce que j'ai pris dans la journée. » Et son regard et le son de sa voix convainquirent Elinor que, si quelque impardonnable folie l'avait amenée à Cleveland,
Ce n'était pas du moins celle de l'ivresse. Sûre alors qu'elle pourrait l'entendre, elle lui dit avec dignité : « Excusez-moi, monsieur Willoughby. Cette fois-ci, je vous ai fait tort. Je ne sais pas cependant si, après tout ce qui s'est passé, vous ne seriez pas plus excusable en attribuant votre arrivée ici à une cause étrangère qu'à votre propre volonté. Certainement, si vous aviez l'ombre de délicatesse, vous auriez senti ce que votre seule présence me fait souffrir et dans quel moment. Il m'est impossible de comprendre le but de cette visite. Que prétendez-vous ? Que demandez-vous ? Je prétends, dit-il avec un sérieux énergique, me faire haïr de vous, de quelques degrés de moins que vous ne me haïssez sûrement. Je demande qu'il me soit permis d'alléguer quelque espèce d'excuse pour le passé, de vous ouvrir entièrement mon cœur, de vous prouver que si j'ai la tête mauvaise, ce cœur mérite quelqu'un d'urgence, d'obtenir encore quelque chose qui ressemble à un pardon de votre sœur. Est-ce là, monsieur, la vraie raison de cette visite ? Sur mon âme, dit-il en posant la main sur la poitrine, avec ce geste noble, cette physionomie franche, ouverte, ce regard animé et sensible qui lui avait gagné le cœur de toute la famille de la Chaumière et qui, en dépit d'elle-même, gagna encore la confiance d'Elinor. « Si c'est là tout, monsieur, lui dit-elle, vous pouvez être satisfait, car Maria vous a pardonné depuis longtemps. »« Elle m'a pardonné !» s'écria-t-il avec une extrême vivacité. « Elle ne devait pas me pardonner. Non, jamais, avant de savoir ce qui peut-être est une excuse. Mais actuellement, je demande d'elle et de vous un pardon mieux motivé. À présent, voulez-vous m'entendre ?» Elinor fit sonner sa montre. Il n'était que 8h15. Il était impossible que sa mère et le colonel fussent là avant 10h. Elle dit à Willoughby qu'elle les attendait, qu'avant tout, elle voulait aller revoir sa sœur, et que si elle la trouvait tranquille, elle reviendrait au salon pour un quart d'heure. « Vous reviendrez, mademoiselle Dashwood !» s'écria-t-il avec impétuosité. « Vous reviendrez, ou j'en fais le serment, j'irai vous chercher auprès du lit de Maria, et c'est à elle que je demanderai de m'entendre. »« Monsieur Willoughby !» dit Elinor d'un ton qui le fit rentrer en lui-même. « Pardon, » dit-il en baissant les yeux. « Ne sais-je pas que mademoiselle Dashwood est incapable de tromper ? Je vous attendrai ici, je vous le promets. Mais aussi, je n'en sortirai pas que je ne vous ai revu. Si vous ne revenez pas, j'attendrai votre mère, et c'est à elle que j'ouvrirai mon cœur. Elle m'écoutera, je le sais. Excellente femme, comme elle m'aimait. » Des larmes remplirent ses yeux. Elles achevèrent de subjuguer Elinor. « Je reviendrai bientôt, » lui dit-elle en sortant. Elle courut auprès de sa sœur. Elle dormait tranquillement. Betty était assise à côté d'elle et lui promit de la demander à l'instant où la malade se réveillerait. En repos alors sur elle, elle se pressa de rejoindre Willoughby pour hâter le moment de son départ. Il se promenait vivement et les bras croisés quand elle rentra. « Comment est-elle » dit-il à demi-voix. « Elle repose, et me voici prête à vous entendre. Mais d'un instant à l'autre, je puis être appelée auprès d'elle, ou ma mère peut arriver. Je vous conjure encore d'être bref. » « Bref, et j'ai tant de choses à dire. » Il s'arrêta. « Eh bien, commencez donc !» dit Elinor impatientée. « Je ne sais, » dit-il. « Quelle a été complètement votre opinion sur ma conduite avec votre sœur, et quel diabolique motif vous avez pu me supposer. Peut-être allez-vous me juger plus mal encore, mais enfin vous devez tout entendre, et je veux être vraie. Quand je m'introduisis chez vous, et j'en cherchai l'occasion qui se présenta d'elle-même, je n'avais d'autre vue et d'autre intention que de passer mon temps en Devonshire, d'une manière plus agréable que dans mes précédentes visites à ma vieille tante. L'aimable extérieur de votre sœur, la séduction de son esprit, ses talents enchanteurs attirèrent sans doute mon admiration particulière. Et dès les premiers jours, sa conduite avec moi, si tendre, si confiante. Non, je ne conçois pas à présent comment mon cœur y fut insensible, mais il faut que je le confesse. Ma vanité seule était flattée d'une conquête si brillante, si fort au-dessus, à tout égard, de celle dont je m'étais occupée jusqu'alors.
ne songeant point à mon bonheur, ne pensant qu'à mon triomphe et à mes plaisirs du moment, animé par son entretien plein de feu, je lui parlais le langage dont j'avais l'habitude avec les femmes. Je témoignais des sentiments que je n'éprouvais pas. Je tâchais par tous les moyens possibles de me faire aimer sans avoir le dessein de lui rendre son affection. Elinor, indignée, lui jeta un regard plein de mépris et l'interrompit en lui disant « Il est inutile, monsieur Willoughby, que vous parliez plus longtemps et que je vous écoute. Un tel commencement dit tout. Il ne peut être suivi de rien que je veuille entendre. Je vous prie de me dispenser d'un plus long entretien. » « J'insiste sur ce que vous entendiez tout, répliqua-t-il. Vous savez mon tort, écoutez ma punition. Ma fortune était réduite à moins que rien. Elle n'avait jamais été considérable. J'ai toujours été très dépensier et j'étais lié avec des gens riches que je voulais égaler. Chaque année avait ajouté à mes dettes et je n'avais d'autre espoir de m'acquitter que la mort de ma vieille cousine, dont le moment était très incertain, ou bien un mariage avec une femme riche. Dans cette intention, et poussé par les conseils de quelques amis, j'avais déjà fait ma cour dans ce but, l'hiver précédent, à mademoiselle Gray, qui devait posséder 50 000 livres sterling le jour de ses noces, et m'avait assez bien reçu pour me laisser croire que je pouvais me présenter avec succès. Je ne pouvais donc, dans de telles circonstances, penser à associer à mon sort une jeune personne sans fortune. Mais avec un égoïsme, une cruauté qui ne peut jamais m'être trop reprochée, je me conduisais de manière à engager ses affections, sans avoir seulement la pensée de pouvoir jamais l'épouser. Oui, mademoiselle, oui, je mérite ce regard indigné. Je mériterais tout au monde, si je n'avais pas deux choses à dire en ma faveur, qui peuvent un peu, sinon excuser, mais pallier au moins cette indigne conduite. L'une est que je ne savais pas encore ce que c'était que l'amour. Des galanteries banales, des conquêtes faciles et bientôt oubliées avaient jusqu'alors rempli ma vie. L'autre est le serment que je puis vous faire, et dont Maria peut vous confirmer la vérité, est de n'avoir pas eu un instant la coupable pensée de profiter de son attachement, de son inexpérience, de sa jeunesse pour la séduire. Quand elle aurait été entourée d'anges, elle n'aurait pas été plus en sûreté. Son extrême sensibilité, sa franchise sans bornes l'entraînaient quelquefois à des imprudences, mais son sentiment était en même temps si pur. Elle avait sur la vertu des idées si exaltées, tant de vraie dignité, tant de réelle innocence, qu'il aurait fallu être un monstre pour ne pas la respecter. Ah, c'était l'être assez que de sacrifier à la vanité, à l'avarice, le bonheur d'une créature si parfaite. Mais ce n'est pas elle seule que j'ai sacrifiée pour éviter une situation bornée qui me semblait être la pauvreté, et qui avec elle aurait été le bonheur parfait. J'ai trouvé avec la richesse tous les malheurs que j'ai mérités sans doute, mais qui n'en sont pas moins cruels, et j'ai perdu pour jamais tout espoir d'être heureux avec la seule femme que j'ai aimée. Vous l'avez donc aimée ? Dit Elinor un peu radoucie. Il y a donc eu un temps où vous lui avez été attaché ? Vous voulez m'ouvrir votre cœur, dites-vous ? Parlez donc. Avez-vous aimé Maria ? Si je l'ai aimée ? Ah, Dieu ! Résister à tant d'attraits, repousser une telle tendresse. Existe-t-il un homme au monde à qui cela fût possible ? Oui. Par degrés insensibles, je me trouvais passionnée d'elle, et décidée alors à renoncer à tout pour elle, à lui offrir mon cœur et ma main. Je la connaissais trop bien pour craindre que la médiocrité de ma fortune fût un motif de refus, même pour madame Dashwood, qui ne voyait que par les yeux de Maria, et qui me témoignait une amitié de mère. Résolue de changer de vie, de trouver le bonheur dans l'amour et la simplicité, je voulais lui proposer de nous garder auprès d'elle à la chaumière, jusqu'à ce que la mort et l'héritage de madame Smith me missent à même de conduire ma compagne à Altenham, dont Maria aimait la situation, et qui la laissait dans le voisinage de sa fille. Oh, combien j'étais heureux en formant ce plan, en pensant que mon existence entière serait ce qu'elle était depuis 2 mois, un enchantement continuel au milieu des 4 femmes les plus aimables en différents genres que j'eusse rencontrées dans cette délicieuse habitation. Vous rappelez-vous, Miss Dashwood, la dernière soirée que j'ai passée à la chaumière, quand je conjurais votre mère, que je regardais déjà comme la mienne, de n'y rien changer ? Ah,
Le souvenir de cette seule journée suffirait pour empoisonner le reste de ma vie. Et je croyais alors que toutes mes journées seraient semblables à celle-là. Madame Dashwood m'invita à dîner pour le lendemain, et je me décidai à lui ouvrir entièrement mon cœur, à ne parler de rien à Maria. J'étais si sûre de son affection. C'est devant elle que je voulais dire à sa mère « Unissez vos enfants ». Je vous quittais plein de cette ravissante idée. Je voulais en parler le soir même à Madame Smith et lui demander son aveu, que j'étais sûre d'obtenir. Cette digne femme vous estimait sans vous connaître et attachait bien plus de prix aux mœurs, à une bonne éducation, qu'à une brillante fortune. Souvent, lorsque je lui parlais de votre famille, son regard attendri m'avait dit « Voilà où vous devriez prendre une femme ». Je rentrai donc chez elle, résolue à lui en parler le soir même. Ah bon Dieu, quel entretien différent eus-je avec elle. Elle avait reçu des lettres sans doute, de quelques parents éloignés qui voulaient me priver de sa faveur et des preuves qu'elle m'en destinait. On lui apprenait une affaire, une liaison, que j'avais presque oubliée moi-même. Mais qu'est-il besoin de m'expliquer davantage ? Dit-il en s'interrompant et en rougissant beaucoup. Votre intime amie vous a sans doute depuis longtemps raconté cette histoire. Elinor rougit aussi et endurcit de nouveau son cœur contre le séducteur de la pauvre Caroline. « Oui, monsieur, lui dit-elle avec fermeté, je sais tout. Mais comment pourrez-vous vous justifier dans une telle circonstance ? Cela me paraît impossible. »« Me justifier » s'écria-t-il vivement. « Je n'y songe pas même. Je vous ai dit quels avaient été mes principes, mes habitudes, mes liaisons avant que j'eusse rencontré votre sœur, et cela dit tout. J'ajouterai seulement que celui de qui vous tenez cette histoire ne pouvait être impartial. J'ai sans doute eu beaucoup de tort avec Caroline, mais il n'est pas dit cependant que parce qu'elle a été offensée, elle soit irréprochable, et que parce que j'étais un libertin, elle soit une sainte. La violence de ses passions et la faiblesse de son jugement seraient peut-être une excuse, mais non, non, je n'en ai point que je puisse alléguer. Son amour pour moi méritait un meilleur traitement. Je me suis bien souvent reproché de lui avoir témoigné celui que je n'ai jamais senti, ou du moins si peu de temps, que je ne puis appeler cela de l'amour, surtout après l'avoir éprouvé dans toute sa force, pour une femme qui lui est, à tout égard, si supérieure. Votre indifférence pour cette fille infortunée, quelque étrange qu'elle me paraisse, est un tort involontaire, reprit Elinor. Mais votre négligence est bien plus impardonnable. Quoiqu'il me soit désagréable d'entrer dans une discussion sur cet objet, permettez-moi de vous dire que si je vois de la faiblesse et de la crédulité de son côté, je vois du vôtre une cruauté, une inhumanité bien moins excusable. Pendant que vous étiez en Devonshire, poursuivant de nouveaux plans, de nouvelles amours, toujours gais, toujours heureux, votre victime était réduite à la plus extrême indigence, à la honte, au désespoir, à l'abandon. Sur mon âme, je l'ignorais. J'avais pourvu à tout en la quittant. Je ne lui avais point caché que je ne comptais pas la rejoindre. Je lui avais conseillé de recourir au pardon de son protecteur. Tout pouvait être caché ou réparé si elle avait suivi mes avis. Je croyais qu'elle était rentrée dans sa pension ou dans une autre, et je ne songeais plus à elle, quand elle fut tout à coup rappelée à mon souvenir d'une manière aussi terrible. Je trouvai Madame Smith au comble de l'indignation, et ma confusion fut extrême. La pureté de sa vie, son ignorance complète du monde, ses idées religieuses et morales très exaltées, tout fut contre moi. Elle m'accabla du poids de sa colère, mais cependant m'offrit son pardon, si je voulais épouser Caroline. Cela ne se pouvait, je ne le voulus pas, et je fus formellement rejetée de toute prétention sur l'amitié et la fortune de ma parente, et bannie de sa maison que je devais quitter le lendemain. Je rentrai dans ma chambre pour faire mon paquet et je trouvai sur la table une lettre du colonel Brandon qui me reprochait le déshonneur de sa pupille et me donnait rendez-vous à Londres pour lui rendre raison de ma conduite. Étais-je assez punie de ce que les jeunes gens appellent un passe-temps, une légèreté ? La perte de ma fortune et de toutes mes espérances de bonheur, et peut-être celle de ma vie. Quelle nuit je passais, mais à quoi servaient les combats, les réflexions ? Tout était fini pour moi. Je ne pouvais plus offrir à Madame Dashwood un fils et à Maria un époux. Je n'avais plus de ressources, ni pour le présent, ni pour l'avenir, et j'étais rejetée par un genre de tort qui ne pouvait que les blesser vivement et me faire repousser aussi d'elle. Ah !
Combien je désirais alors que la vengeance du colonel fût complète, avec quel plaisir, quel empressement j'allais au-devant de ma mort, que j'espérais recevoir de sa main. Je craignais bien davantage la scène qui m'attendait encore, avant de quitter pour jamais le Devonshire, en prenant congé de Maria. J'étais engagée à dîner chez vous. Il fallait aller m'excuser. Il fallait revoir celle que j'allais quitter pour toujours et laisser si malheureuse. Pourquoi la voir, monsieur Willoughby? Pourquoi ne pas écrire un mot d'excuse? Qu'était-il nécessaire de venir vous-même? S'écria Elinor. C'était nécessaire à mon orgueil et à mon amour. Je ne voulais pas laisser soupçonner à personne ce qui s'était passé entre Madame Smith et moi. Et je voulais voir, encore une fois avant de mourir, celle que j'idolâtrais de toute la force de mon âme. Je ne croyais pas d'ailleurs la trouver seule. Je voulais encore une fois être au milieu de cette famille que la veille encore, je regardais déjà comme la mienne. Oh, quand je me rappelais avec quel délice j'étais revenue de la chaumière à Altenham, satisfait de moi-même, content de tout le monde, enchanté de Maria, ne songeant pas plus au passé que si jamais il n'eût existé, ne vivant que dans l'avenir, me disant « quelques heures encore, et je vais être engagée pour la vie avec celle que j'aime si ardemment. » Ces heures étaient écoulées, et il fallait au contraire nous séparer pour jamais. Je rassemblai toute ma fermeté pour le cacher. Mais quand je la trouvai seule, quand je vis son profond chagrin pour ce qu'elle croyait être une courte absence, et ce chagrin uni à tant de confiance en moi, ah, Dieu, puis-je jamais l'oublier? Lui promîtes-vous de revenir bientôt? Je ne sais ce que je lui dis. Je ne puis m'en rappeler un seul mot. Votre mère vint aussi ajouter à mon supplice par son amitié. Ah, combien j'étais malheureux, et j'en remerciais le ciel. Ma seule consolation était ma propre misère, mais celle de Maria, elle m'était insupportable. Je m'en arrachais, je partis et... Il s'arrêta. « Est-ce tout, monsieur ?» dit Elinor, qui, tout en le plaignant, s'impatientait de ce qu'il ne partît pas. « Oui, tout, si vous voulez. Mais ne désirez-vous pas savoir comment j'ai pu devenir plus coupable et plus malheureux encore? En peu de mots. Je rencontrai le colonel. Je fus blessée, mais non pas mortellement. Pendant que j'étais dans ma chambre, livrée à mes tristes réflexions, ne voyant devant moi que l'indigence la plus entière, un de mes amis me parla des bonnes dispositions de Miss Sophie Grey pour moi. Il m'assura que sa belle fortune de 50 000 livres sterling serait à moi dès que je voudrais dire un mot. Ma blessure m'avait un peu calmée. J'avais réfléchi sur ma situation. Je ne pouvais la faire partager à Maria. Je ne l'aurais même pas voulu, non plus que sa famille. Il fallait donc tâcher de l'oublier et de m'en faire oublier. J'allais jusqu'à trouver de la générosité dans tout ce que je faisais pour y parvenir. Je laissai faire mon ami. Dès que je fus rétablie, il me mena chez Miss Sophie Grey. Elle voulait se marier, et avec un homme à la mode, avec un élégant. C'était tout ce qu'elle demandait. Moi, je ne voulais que son argent, et nous fûmes bientôt d'accord. Maria, pensai-je, n'entendra plus parler de moi que pour apprendre que je suis mariée. Sa fierté s'indignera, elle me détestera, puis elle m'oubliera, et je serai seul malheureux. Mais au moins, j'aurai les distractions et les jouissances de la fortune. Lorsqu'une lettre de Maria, datée de Londres, m'apprend qu'elle y est, qu'elle m'aime encore avec la même tendresse, et n'a pas même l'ombre d'un doute. Non, tout ce que j'éprouvais ne peut être exprimé. Sans aucune métaphore, chaque ligne, chaque mot de ce billet fut pour moi un coup de poignard. Savoir Maria si près de moi, être sûre que j'en étais aimée. Je n'avais pas non plus l'ombre d'un doute. Son cœur, ses opinions, son âme m'étaient bien trop connues et m'étaient encore plus chères. Mon amour, qui était à peine assoupi, se ranima encore, avec plus de force. Et j'étais engagée avec une autre. Et quelle autre, bon Dieu? D'un côté, frivolité, insensibilité, coquetterie, jalousie. De l'autre, grandeur d'âme, tendresse inépuisable, sensibilité profonde, confiance illimitée, esprit supérieur. Dieu, qu'ai-je laissé échapper? Et qu'ai-je trouvé en échange? Mais Maria méritait mieux qu'un dissipateur, qu'un libertin. Elle m'aurait corrigé de tout. Je serais devenue digne d'elle. À présent, quel encouragement, quel exemple ai-je pour devenir vertueux? Au rage, au désespoir.
Il se leva et se promena violemment, le poing serré sur son front. Le cœur d'Elinor avait éprouvé plusieurs fluctuations pendant cet extraordinaire entretien. Elle était actuellement touchée, attendrie sur le sort de cet homme que la nature avait créé pour le bonheur et qu'il avait rejeté loin de lui. Mais elle crut qu'elle devait lui cacher sa compassion. « Tout ce que vous venez de dire là est de trop, monsieur Willoughby. Je n'ai pas de temps à perdre, vous le savez, lui dit-elle. Je vous prie donc de résumer ce que vous sentez en votre conscience, qu'il est nécessaire que j'apprenne, et rien de plus. » Il se rassit. « J'ai fini dans 2 minutes, reprit-il. Le billet de Maria me rendit donc le plus infortuné des hommes, en me prouvant son amour et en me réveillant tout le mien. Je m'étais persuadée qu'elle m'avait oublié. J'espérais même apprendre bientôt qu'elle était bien mariée. Je ne voyais plus devant elle et moi que malheur et désespoir. Mais que pouvais-je faire ? Tout était arrangé pour mon mariage. Le contrat passé, les dispenses obtenues, le jour fixé, la retraite était impossible. Tout ce qui me restait à faire était de vous éviter toutes deux, d'essayer de réparer un peu mes torts en les augmentant, et de prendre plus de peine pour me faire haïr que j'en avais pris pour me faire aimer. Je ne répondis point au billet de Maria. Je ne parus point chez elle. Cependant, un jour où je vous avais vu sortir toutes les 3 de la maison, je me décidai d'y porter ma carte pour agir plus naturellement. Vous nous aviez vus ? Où ? Comment ? Tous les jours. Et souvent, plus d'1 fois par jour, je voyais au moins l'une de vous. Vous seriez surpris si je vous disais tous les moyens que j'employais pour cela, et combien de fois j'ai failli être découvert par les beaux yeux de Maria, qui me cherchaient sans cesse. Mon refuge était une boutique, une allée, mais me passer de voir Maria ? Non, c'était impossible. Et cependant, j'aurais fui au bout du monde pour qu'elle ne me vît pas. Il ne fallait pas moins que mon étude continuelle pour l'empêcher. Je n'eus garde de me trouver au bal de Sir George. Et le matin suivant, je reçus un second billet de Maria. Non, vous ne pouvez vous faire une idée de sa bonté, de sa tendresse, si affectionnée, si franche, si confiante, comme je me détestais moi-même, comme vous me détesteriez plus encore si vous l'aviez lu. Je l'ai lu, monsieur. Maria ne m'a rien caché. Vous avez donc vu aussi cette infâme, cette détestable lettre qu'elle ne doit jamais me pardonner. Non, jamais, jusqu'à ce qu'elle sache. J'en reviens à la sienne. J'essayai d'y répondre, je ne le pus. Mon courage m'abandonna. Mademoiselle Dashwood, ne me refusez pas votre pitié. Avec la tête et le cœur pleins de votre sœur, à qui je pensais sans cesse, je devais faire ma cour à une autre femme, paraître empressé, paraître heureux. Ce ne fut pas tout encore. Vous vous rappelez cette maudite assemblée où nous nous rencontrâmes ? Non, l'agonie n'est rien auprès de ce que je souffrais. D'un côté, Maria, belle comme tous les anges, appelant son Willoughby, me tendant la main, me demandant une explication avec son regard enchanteur attaché sur moi. De l'autre, Sophie, jalouse comme le diable, regardant tout avec une audacieuse curiosité, m'appelant d'un ton impératif. J'étais en enfer. Et je m'échappais bientôt qu'il me fût possible, mais non pas sans avoir vu la pâleur de la mort sur le visage céleste de Maria. Ce fut le dernier regard que je jetai sur elle. Je ne l'ai plus revue que dans ma pensée, où toujours elle se présente ainsi. Non, Elinor, quand vous l'avez vue mourante, elle n'a pu vous faire plus d'impression. Mais vous me jurez qu'elle est mieux, qu'elle est hors de danger ? Je l'espère. Et votre pauvre mère qui l'idolâtre, elle ne lui aurait pas survécu non plus. Adieu, je pars. Dites-moi seulement que je vous suis moins odieux, que vous le direz à Maria. Et cette lettre, monsieur, qui faillit aussi lui ôter la vie, cette lettre que vous eûtes la barbarie de lui envoyer en réponse à sa dernière, comment pouvez-vous la justifier ? Par un seul mot que je répugnais à dire. Elle n'est pas de moi. Qu'est-ce que vous pensez du style de ma femme ? N'est-il pas délicat, tendre ? N'est-il pas de votre femme ? C'était votre écriture ? Oui. J'eus l'indigne faiblesse de la copier. Il faut en finir, me dit-elle,
avec Maria ou avec moi. Choisissez. Le choix ne m'était plus permis. Sa fortune était nécessaire à mon honneur, à mes engagements. Et voilà où une indigne prodigalité m'avait conduit. Pour éviter une rupture, il fallut en passer par où elle voulait, copier sous ses yeux cette lettre où je rougissais de mettre mon nom, me séparer des billets, de la boucle de cheveux de Maria. Le portefeuille qui les renfermait dut être livré à Sophie, et mes trésors renvoyés, comme vous l'avez vu, sans pouvoir seulement les couvrir de mes baisers et de mes larmes. Malheureusement, la dernière lettre de Maria me fut remise chez Miss Gray, pendant que je déjeunais avec elle. La forme, l'élégance du papier, l'écriture réveillèrent ses soupçons déjà excités par la scène de l'assemblée. « C'est de votre beauté campagnarde, me dit-elle. Voyons son style. » Elle l'ouvrit, la lut, fit la réponse, m'obligea de la copier, de lui livrer ce que j'avais de Maria. Et j'obéis dans une espèce de désespoir qui me faisait trouver une sorte de plaisir à me ruiner tout à fait dans l'opinion de cet ange que rien n'avait pu détacher de moi et qui allait enfin me repousser entièrement de son cœur et de sa pensée. Mon sort était décidé. Tout le reste me parut indifférent. Je fus bien aise qu'on m'eût dicté ce que je n'aurais jamais pu dire de moi-même, et d'avoir une raison de plus de mépriser, de haïr celle. « Arrêtez, monsieur Willoughby, » dit Elina. « C'en est assez, je n'entendrai pas un mot de plus contre une femme qui est la vôtre, que vous avez choisie volontairement, à qui vous devez votre bien-être, votre fortune, et qui au moins a droit, en échange, à vos égards, à votre respect. Sans doute elle vous est attachée, puisqu'elle vous a épousé. Parler d'elle avec cette légèreté vous rend très blâmable et ne vous justifie de rien avec Maria. » « Ne me parlez pas de Madame Willoughby, » reprit-il avec un profond soupir. « Elle ne mérite pas votre compassion. Elle savait fort bien que je ne l'aimais pas. Si elle a voulu m'épouser, c'est qu'elle savait aussi que mes folies de jeunesse m'avaient mis dans l'affreuse dépendance de mes créanciers, et qu'elle voulait un mari qui fût dans la sienne, et qui cependant, à quelques égards, pût flatter sa vanité. Elle a cru trouver cela réuni chez moi, et me fait payer bien cher son maudit argent. À présent, me plaignez-vous, mademoiselle Dashwood ? Suis-je d'un degré moins coupable à vos yeux que je ne l'étais avant cette explication ? Voilà ce que je vous conjure de me dire. Oui, monsieur, je l'avoue. Vous avez certainement un peu changé mon opinion sur vous, et je vous trouve moins coupable que je ne le croyais, quoique vous le soyez beaucoup encore, mais plus par la tête que par le cœur. Le vôtre n'est pas méchant, et vous vous êtes rendu trop malheureux vous-même pour qu'on puisse vous haïr. Voulez-vous donc me promettre de répéter ce que vous venez de me dire à votre sœur quand elle pourra vous entendre ? Rétablissez-moi dans son opinion, comme je le suis dans la vôtre. Vous dites qu'elle m'a déjà pardonné ? Laissez-moi me flatter qu'une meilleure connaissance de mon cœur, de mes sentiments actuels, me vaudra de sa part un pardon plus entier et mieux mérité. Dites-lui ma misère et ma pénitence. Dites-lui que jamais je n'ai été inconstant pour elle. Et si vous le voulez, dites-lui que dans ce moment même, elle m'est plus chère que jamais. Je lui dirai, monsieur, tout ce qui sera nécessaire pour calmer son cœur et vous justifier sur quelques points. Puisse cette assurance adoucir vos peines. D'ailleurs, je crois que cela dépend aussi de vous. Adieu, monsieur. La soirée s'avance et cet entretien s'est trop prolongé. Un mot encore, cependant, avant de nous séparer. Comment avez-vous appris la maladie de ma sœur ? De Sir George Middleton, que je rencontrai par hasard hier au soir, dans le passage de Drury Lane. C'est la première fois que je le voyais depuis 2 mois. Je mettais du soin à éviter tout ce qui pouvait me rappeler le nom de Dashwood. Et lui, plein de ressentiment contre moi depuis mon mariage, ne me cherchait pas non plus. Cette fois, il ne put résister à la tentation de m'aborder, pour me dire ce qu'il croyait devoir me faire beaucoup de peine. Sa première parole fut de m'apprendre brusquement que Maria Dashwood était mourante à Cleveland, d'une fièvre nerveuse et putride, qu'une lettre de Madame Jennings, reçue ce même matin, disait le danger imminent, que les Palmer avaient fui la contagion. Grand Dieu, quelle accablante nouvelle! J'ignorais même votre séjour à Cleveland et je vous croyais à la chaumière auprès de votre mère.
Madame Willoughby eut le caprice, il y a 10 jours, je crois, d'aller à Hautecombe voir le printemps et les arbres en fleurs. Il fallut l'emmener à l'instant. À peine y fut-elle que, sans regarder une feuille, elle se rappela que le lendemain était le jour d'assemblée de Lady Sanderson. Et vite, il fallut retourner à Londres. Qui m'aurait dit, grand Dieu, que je passais si près de Maria, de celle dont j'étais tellement occupée que mon imagination croyait la voir partout. En passant dans le chemin sous le temple, je crus voir de loin sa gracieuse figure, appuyée contre une des colonnes. Mais cette illusion s'évanouit bientôt. Elle disparut comme l'éclair. Et ce n'était pas elle, puisque déjà elle était bien malade. Elinor, très étonnée, se fit dire le jour, l'heure, et tout fut expliqué. Et l'évanouissement trop réel de Maria, et ses larmes, et ses propos incohérents. Mais elle se garda bien de donner à Willoughby cette preuve de plus de la faiblesse de sa sœur. Ce que je ressentis ne peut s'exprimer, continua-t-il avec feu. Maria mourante, et peut-être des peines déchirantes que je lui avais causées, me haïssant, me méprisant dans ces derniers moments, maudit par sa mère, par ses sœurs. Ma situation était horrible. Je ne pus la supporter. Je me décidai à partir, et à 5 heures du matin, j'étais dans mon carrosse. À présent, vous savez tout. Il prit son chapeau, et s'approchant d'elle, « Ne voulez-vous pas, dit-il, me donner votre main, mademoiselle Dashwood, en signe de paix et de non-malveillance ?» Elle ne put y résister, et posa sa main sur la sienne. Il la pressa avec affection. « Allez-vous à Londres ?» lui dit-elle. « Non, » répondit-il, « à Hautecombe pour quelques jours. » Et il retomba dans une sombre rêverie, et s'appuya contre la cheminée, semblant oublier qu'il devait partir. « Vous ne m'haïssez plus, n'est-ce pas ?» dit-il enfin. « Vous ne me méprisez plus ?» Je vous plains du fond du cœur, monsieur Willoughby, et je vous pardonne. Je m'intéresse à votre bonheur, et je voudrais apprendre que... Mon bonheur, interrompit-il. Il ne peut plus y en avoir pour moi dans ce monde. Je traînerai ma vie comme je le pourrais. La paix domestique est impossible avec ma femme. Si cependant je puis espérer que vous et les vôtres prendrez quelque intérêt à mes actions, ce sera du moins un motif d'être sur mes gardes. Maria est à jamais perdue pour moi, n'est-ce pas? Même quand quelques heureuses chances de liberté. Elinor lui lança un regard plein de reproches. Je me tais, dit-il. Et je pars, moins malheureux que lorsque je suis arrivé. Elle vivra, du moins. Mais un affreux événement m'attend encore. Quel événement? Que voulez-vous dire? Le mariage de votre sœur? Vous êtes dans l'erreur. Elle ne peut pas être plus perdue pour vous qu'elle ne l'est actuellement. Mais un autre la possédera, et je ne puis supporter cette pensée. Adieu. Adieu. Je ne veux pas vous arrêter plus longtemps, et diminuer peut-être l'intérêt que j'ai réveillé. Au nom du ciel, conservez-le-moi. Adieu. Adieu. Puissiez-vous être heureuse. Il quitta rapidement la chambre, et l'instant d'après, Elinor entendit le roulement de son carrosse. Chapitre 47. Elinor resta encore quelques moments au salon après que Willoughby l'eut quittée, oppressée par une foule d'idées différentes les unes des autres, qui se succédaient rapidement, mais dont le résultat général était une profonde tristesse. Ce Willoughby qu'elle regardait, il n'y avait pas une heure, comme le plus indigne des hommes, qu'elle labourait, qu'elle méprisait, excitait en elle, en dépit de tous ses torts, un degré de commisération, d'intérêt même pour ses souffrances, qui allait dans ses premiers moments jusqu'à lui faire éprouver une espèce de tendre regret de ce qu'il était actuellement séparé pour toujours de leur famille, et que sans doute elle ne le reverrait plus. Surprise elle-même de l'influence qu'il exerçait sur son esprit, elle voulut l'analyser, et trouva que c'était un sentiment tout à fait involontaire, qui tenait à des circonstances indépendantes de son mérite, et qui se trouvait avoir peu de poids au tribunal de la raison. C'était d'abord les attraits de son charmant extérieur, de cette physionomie agréable et aimable, de sa manière franche, affectionnée, animée,
et il n'y avait nul mérite à lui d'être ainsi. C'était ensuite son ardent amour pour Maria, mais cet amour n'était plus innocent et devenait un tort de plus. Elle se disait tout cela sans que l'intérêt qu'il venait de lui inspirer fût diminué le moins du monde. Elle réfléchissait douloureusement au tort irréparable que ce jeune homme s'était fait à lui-même, par l'habitude de l'indépendance, de la paresse, de la dissipation. La nature avait tout fait pour lui. Elle lui avait donné tous les avantages personnels, tous les talents, une disposition à la franchise, à l'honnêteté, un cœur sensible, et le monde et les mauvais exemples avaient tout corrompu. Chaque faute, en augmentant le mal, avait reçu sa punition au moment même. La vanité qui lui avait fait rechercher un coupable triomphe aux dépens du bonheur de Maria l'avait entraîné dans un attachement réel et profond que ses torts précédents l'avaient obligé de sacrifier. Son libertinage avec Caroline l'avait privé de sa seule ressource de fortune. Son mariage, qui avait déchiré si cruellement le cœur de Maria, était pour lui une source de malheur qui ne lui laissait plus d'espoir. Il résulta de ce tableau que son intérêt augmenta pour un coupable déjà trop puni, sans l'être encore par la haine de ceux qui l'aimaient si tendrement. Aussi, son cœur n'en éprouva plus pour lui. Elle alla auprès de sa sœur. Celle-ci venait de se réveiller d'un doux et long sommeil qui confirma toutes ses espérances. Elinor s'assit à côté d'elle en silence. Son cœur était plein. Le passé, le présent, l'avenir, la visite de Willoughby, l'attente de sa mère, tout ensemble lui donnaient une telle agitation que son pouls était sûrement plus élevé que celui de la malade, et qu'elle craignait de se trahir si elle avait dit un seul mot. Heureusement que cette crainte ne fut pas longue. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le départ de Willoughby que le roulement d'un autre carrosse lui annonça l'arrivée des voyageurs. Elle vola au bas de l'escalier, heureuse de revoir sa mère et de pouvoir la rassurer. Elle arriva à la porte de la maison au moment où Madame Dashwood y entrait. Elle la reçut dans ses bras, et sa première parole, en serrant cette bonne mère sur son cœur, fut celle-ci. « Elle est sauvée, elle est bien, aussi bien qu'elle puisse être. » Madame Dashwood s'était sentie si émue en approchant de la maison qu'elle avait cru que c'était un pressentiment qu'elle ne retrouverait plus sa fille chérie. Le passage subit de cette affreuse crainte à l'heureuse nouvelle qu'elle était hors de danger fut trop rapide pour ses sens. Elle tomba dans une demi-faiblesse sur l'épaule d'Elinor. Elle et leur amie la soutinrent et la portèrent jusqu'au salon. Là, assise à côté de sa fille aînée, elle retrouva ses sens. Mais incapable de parler, elle versa des torrents de larmes, embrassa plusieurs fois son Elinor, se tournait par intervalles vers le colonel Brandon, pressait sa main avec un regard qui lui disait son bonheur, sa reconnaissance et sa certitude qu'il partageait tout ce qu'elle éprouvait. Ah, sans doute, il le partageait. Il ne parlait pas non plus, il ne l'aurait pas pu. Mais tout en lui exprimait la joie la plus vive. Dès que Madame Dashwood put se soutenir, son premier désir fut de revoir Maria. Elinor demanda seulement la permission de l'annoncer sans autre préparation. Maria était assez bien pour n'en avoir pas besoin, et 2 minutes après, la plus tendre des mères était assise sur le lit de son enfant bien-aimé, rendu plus cher encore par son absence, son malheur et son danger. Elinor jouissait avec délice de leur bonheur mutuel, mais en bonne et sévère garde, elle conjura Maria de se calmer, et sa mère de ne pas trop exciter sa sensibilité. Madame Dashwood pouvait être calme et prudente quand il s'agissait de la vie de l'une de ses enfants, et Maria, contente de savoir sa mère auprès d'elle, se sentant elle-même trop faible pour parler, se soumit au silence prescrit par ses bonnes gardes. Madame Dashwood voulut absolument passer cette nuit à côté d'elle, et Elinor, qui ne s'était pas couchée les 2 dernières nuits, consentit à obéir à sa maman et à se mettre au lit. Elle s'y reposa physiquement, mais ne dormit point. Ses esprits étaient trop agités. Willoughby, le pauvre Willoughby, comme elle se permettait de l'appeler, était constamment présent à sa pensée. Elle n'aurait pas voulu, pour le monde, avoir refusé d'entendre sa demi-justification. Tantôt, elle se blâmait de l'avoir jugé trop sévèrement, et quelquefois s'accusait d'être à présent trop indulgente. Mais sa promesse de le justifier auprès de Maria était invariablement pénible. Elle redoutait le moment où Maria apprendrait qu'il était moins coupable, et craignait que peut-être cet amour si passionné ne se ranimât avec plus de force. Elle doutait du moins qu'après cette explication, sa sœur pût jamais être heureuse avec un autre homme,
et se surprenait alors à désirer que Willoughby redevint libre. Mais elle se rappelait aussi le bon, l'excellent colonel Brandon, et sentait ses souffrances plus que celles de son rival. La main de Maria devait être sa récompense. Elle savait, à n'en pas douter, qu'il serait pour elle le meilleur et le plus tendre des maris, et désirait alors tout autre chose que la mort de Madame Willoughby. Au moment où le colonel était arrivé à Barton-Chaumière, il avait trouvé Madame Dashwood prête à partir. Elle ne pouvait supporter plus longtemps son inquiétude, et s'était décidée d'aller à Cleveland avec sa femme de chambre. Elle n'attendait que l'arrivée de Madame Carey, une des connaissances d'Exeter, qui voulait bien se charger d'Emma pendant son absence, sa mère n'osant pas la mener avec elle à cause de la contagion. Mais l'arrivée du colonel et la lettre d'Elinor, en redoublant ses alarmes, la déterminèrent à partir tout de suite. Elle laissa Emma à sa femme de chambre de confiance, qui devait la remettre le lendemain à Madame Carey, et se mit en route avec le colonel. La bonne Madame Jennings fut enchantée de la trouver là à son lever, et la combla de soins et d'amitié. Elle voulait lui conter tous les détails de la maladie de Maria, s'interrompait pour la conjurer d'aller se coucher, pour recommander à Betty d'en avoir soin, etc., etc., etc. Maria continua de jour en jour à se trouver mieux, et avec sa santé revint aussi graduellement la brillante gaieté de Madame Dashwood et tout le feu de son imagination. Elle disait et répétait souvent qu'elle était à présent la plus heureuse femme qu'il y eût au monde. Elinor ne put s'empêcher d'être intérieurement un peu surprise que sa mère ne regrettât point Edward, et ne parut pas même se le rappeler. Elinor lui avait écrit tout ce qui s'était passé, sans même lui cacher son chagrin de la perte de cette amie, dont elle se croyait si sûre. Mais elle en parlait avec la raison et la mesure qu'elle mettait à tout. Et Madame Dashwood la prit au pied de la lettre, et jugea qu'elle n'était pas très affligée d'un événement dont elle parlait avec autant de calme. La maladie de sa fille favorite vint ensuite l'occuper exclusivement. Tout autre malheur ne lui parut rien auprès de celui de la perdre, et d'avoir à se reprocher d'en être la cause, en ayant encouragé son malheureux attachement pour Willoughby. Aussi, le bonheur de son rétablissement effaçait toute autre pensée. Elle avait de plus un grand sujet de joie, dont Elinor ne se doutait pas, et qu'elle lui apprit au premier moment où elles se trouvèrent en tête-à-tête. « Enfin, nous voilà seuls, mon Elinor, et je puis vous parler de mon bonheur. Le colonel Brandon aime Maria, il me l'a dit lui-même. » Elinor garda le silence. Elle éprouvait à la fois plaisir et peine. Elle n'était pas surprise de la chose qu'elle savait depuis longtemps, mais elle l'était du moment que le colonel avait choisi pour cet aveu. « Si je ne savais pas, chère Elinor, que nous voyons rarement de même, je m'étonnerais du calme avec lequel vous m'écoutez. Quant à moi, cet attachement me transporte de joie. Le plus grand bonheur que j'aurais pu désirer dans ma famille c'eût été que le colonel Brandon épousât l'une de mes filles. Je crois par conséquent qu'avec ce digne homme, Maria sera la plus heureuse des femmes. Je désire votre bonheur autant que le sien, mon Elinor, mais le colonel lui convient beaucoup plus qu'à vous. » Elinor fut sur le point de demander raison à sa mère de cette singulière façon de penser. La différence d'âge était plus grande, leur caractère, leurs sentiments n'avaient aucun rapport, mais elle-même était charmée que Madame Dashwood ne vit pas ces obstacles. Elle savait que son imagination l'entraînait toujours à ne considérer que les beaux côtés de ce qu'elle désirait. Elle se contenta donc de sourire. Madame Dashwood n'y vit qu'une approbation et continua son intéressante confidence. « Il m'a ouvert entièrement, dit-elle, son cœur pendant notre voyage. Cet aveu n'était ni prémédité, ni prévu d'avance. Il échappa à un cœur trop plein de sa passion pour pouvoir la dissimuler. De mon côté, comme vous pouvez le croire, je ne parlais toujours que de mon pauvre enfant, que je voyais sans espérance. Il ne pouvait me cacher son inquiétude, qui, je le vis bien, égalait la mienne. Je le lui dis. Et pensant que la simple amitié ne pouvait pas faire naître une aussi vive sympathie, je prononçai le mot « amour ». « Quand vous auriez, lui dis-je, l'amour le plus passionné pour ma pauvre fille, vous ne seriez pas plus affligée. » Alors Elinor, il ne put se contenir et me fit connaître en entier son sentiment pour Maria, si tendre, si vif, si constant. Il l'a aimée, mon Elinor, dès le premier instant où il l'a vue. Oh, si vous l'aviez entendu me peindre la force de cette impression, vous en auriez aussi été touchée.
Elinor sourit encore en baisant la main de sa mère. Elle ne reconnaissait dans cette description romanesque de l'amour du colonel ni son langage, ni sa manière, mais bien les embellissements de l'active imagination de Madame Dashwood, qui colorait tous les objets pour elle. Son attachement pour Maria, continua-t-elle, surpasse infiniment tout ce que jamais Willoughby a senti ou feint de sentir. Il est plus ardent, plus sincère, plus constant. Il a substitué dans toute sa force, malgré la malheureuse passion de Maria pour cet indigne jeune homme, sans le moindre égoïsme, sans le moindre espoir. Tous les désirs du colonel se bornaient à la voir heureuse, même avec un autre. Que de noblesse, que de délicatesse, que de sincérité. Ah non, lui n'est pas un trompeur. Ses paroles sont la vérité même. Le caractère du colonel Brandon, dit Elinor, est généralement connu et estimé. C'est un excellent homme. Je le sais, reprit Madame Dashwood, très sérieusement, et cela m'aurait suffi pour encourager son affection, pour en être charmée. Mais ce qu'il vient de faire, cet empressement qu'il a eu en moi, sont assez pour me prouver qu'il est le meilleur des hommes. Ce n'est pas seulement, chère maman, cet acte de bonté, où la simple humanité et son attachement pour Maria devaient le porter naturellement, qui doit décider de son caractère, mais ses anciens amis, Madame Jennings, les Middleton et Palmer, l'aiment et le respectent également. Et moi-même, quoique je le connaisse depuis moins de temps, j'ai une si haute opinion de lui que si Maria peut être heureuse avec lui, je pense comme vous que ce serait le plus grand des bonheurs pour nous. Quelle réponse avez-vous faite? Lui avez-vous donné quelque espoir? Oh, ma chère enfant, je ne pouvais pas alors prononcer ce mot. Je croyais Maria mourante. Lui-même n'osait demander ni espoir ni encouragement. Ce n'était pas une demande de ma fille, mais une confidence involontaire, une effusion de douleur et de sympathie. Nous pleurâmes ensemble. Je lui dis que son sentiment ajouterait à mon malheur si j'étais destinée à celui de perdre ma fille, que je la regretterais pour lui et pour moi. Je ne savais d'abord ce que je disais, tant d'affliction, tant de surprise, j'étais tout à fait troublée. Mais après quelque temps, je lui dis que si Maria vivait, ce que j'osais encore espérer, le plus grand bonheur de ma vie serait de la lui donner. Et depuis notre arrivée, depuis que nous avons repris une délicieuse sécurité, je l'ai répété plus clairement, et je lui ai donné tous les encouragements qui étaient en mon pouvoir. Le temps, et il ne sera pas long, ai-je dit, amènera tout à bien. Le cœur de Maria ne peut pas appartenir longtemps à un homme tel que Willoughby, et votre propre mérite doit vous rassurer. Assurément. Il doit être tranquille sur vos intentions, dit Elinor, mais cependant, il ne me paraît pas content comme il devrait l'être. Non, il est si modeste, il a tant de défiance de lui-même, reprit Madame Dashwood. Il croit que Maria est engagée trop profondément pour retrouver, de bien longtemps, la liberté de faire un autre choix. Et même dans ce cas, il ne peut s'imaginer que ce serait lui. Il parle de la différence de leurs âges et de leurs dispositions, mais il se trompe tout à fait. Son âge est précisément celui qui convient à un mari, qui doit être le guide et le protecteur de sa compagne. Son caractère, ses principes sont fixés. Il n'y a aucun changement à craindre. Et quant à ses dispositions, elles sont précisément celles qui peuvent rendre votre sœur heureuse. Il calmera son imagination, quelquefois trop ardente, il rétablira la paix dans son cœur. Ses manières, sa personne, tout est en sa faveur. Ma partialité pour lui ne m'aveugle point. Il n'est certainement pas aussi beau que Willoughby, mais à mon avis, il a quelque chose de plus agréable, de plus franc, de plus mâle. Ne vous rappelez-vous pas qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Willoughby que je n'aimais point? Elinor ne put se le rappeler. Madame Dashwood oubliait qu'elle avait dit souvent, devant Maria, que Willoughby avait dans le regard quelque chose d'irrésistible. Elle ne le dit pas à sa mère, qui continua. Et quant à ses manières, vous ne me nierez pas, Elinor, qu'elles ne soient beaucoup plus faites pour attacher Maria. Cette simplicité naturelle, ce fond de bonnes études, et même cette espèce de mélancolie dans ses propos, dans son attitude, s'accorde beaucoup mieux avec les dispositions réelles de votre sœur que la vivacité, la gaieté souvent assez mal placée de Willoughby. Je suis persuadée à présent que si Willoughby avait été constant et qu'il eût épousé Maria, elle n'aurait jamais été aussi heureuse avec lui qu'avec le colonel Brandon. Elle s'arrêta. Elinor ne voulut pas convenir avec elle de ce dernier point, pas du moins en entier.
Il lui semblait que le cœur de Maria avait besoin d'amour, mais Madame Dashwood s'abandonnait toujours à ses nouvelles espérances. Le colonel était son héros du moment, et elle assura à sa fille que, feu son cher Henri excepté, elle n'avait jamais vu d'homme plus à son gré. De la Forte, dit-elle, n'est pas à une très grande distance de Barton, supposez que nous y restions. Mais vraisemblablement, nous serons plus près encore de notre Maria. On dit que c'est un grand village. Il s'y trouvera facilement quelques jolies petites maisons près du château qui conviennent tout aussi bien à notre situation. Pauvre Elinor. Voilà donc un nouveau plan pour la mener à De la Forte, à côté d'Edward et de Lucie. Elle soupira profondément et garda le silence. Quant à la fortune aussi, continua Madame Dashwood, sans faire attention au soupir de sa fille aînée, et ne songeant qu'à son projet de mariage pour sa favorite. À mon âge, on y pense un peu, et quoique je ne connaisse pas exactement celle du colonel, je crois qu'elle est très honnête. Ici, elles furent interrompues par Madame Jennings qui, de son côté, pensait, sans le dire, que le colonel ne tarderait pas à épouser Elinor. Cette dernière se retira, à l'arrivée au bon succès de son amie auprès de sa mère, ne pouvant cependant s'empêcher de regretter et de plaindre Willoughby. Chapitre 48. La maladie de Maria, quoique très violente, n'avait pas été assez longue pour retarder sa convalescence. Sa jeunesse, sa force naturelle et la présence de sa mère la rendirent bientôt capable d'être levée chaque jour plus longtemps. Et le 5e, depuis l'arrivée de Madame Dashwood, elle se sentit la force de descendre au salon, appuyée sur sa bonne sœur. Il lui tardait, dit-elle, de revoir le colonel et de le remercier d'avoir été chercher sa mère. Dès qu'elle fut établie dans un bon fauteuil, on le fit demander. Le cœur de la maman nageait dans la joie. L'émotion du colonel lorsqu'il entra fut très visible. Il s'approcha d'elle, et en la voyant pâle, abattue, les yeux languissants, sa physionomie s'altéra, au point qu'Elinor conjectura qu'il y avait quelque chose de plus que son affection pour Maria. Cette dernière lui présenta la main, en parlant de sa vive reconnaissance. Alors, une si forte expression de douleur se répandit sur tous les traits du colonel. Un soupir si profond s'échappa de son cœur qu'Elinor comprit tout ce qui s'y passait, et que les scènes douloureuses de la maladie et de la mort d'Elisa se retraçaient à sa mémoire. La ressemblance dont il avait fait mention était sans doute augmentée par la langueur actuelle de Maria, par ses yeux battus, sa pâleur, son attitude de malade et l'expression de sa tendre gratitude. Madame Dashwood le surveillait encore mieux que sa fille, et ne sachant pas les détails de l'histoire du colonel, attribua tout ce qui se passait sur sa figure à l'excès de sa passion, et vit dans les propos et les manières de sa fille quelque chose de plus que la simple reconnaissance. 2 ou 3 jours après, Maria avait acquis assez de force pour se promener devant la maison, appuyée sur le colonel, puis un peu plus loin, sur le joli sentier gravelé. Mais elle ne témoigna aucune envie d'aller jusqu'au temple grec, et laissa même percer une sorte d'effroi. Elinor, qui en savait seule la raison, ne l'en pressa pas, et comprit très bien son impatience de quitter Cleveland et de retourner à la chaumière. Son désir devint si vif que Madame Dashwood, qui ne pouvait rien lui refuser, y céda. D'ailleurs, elle souhaitait aussi dans le fond de retourner chez elle et de retrouver sa petite Emma. Mais ce désir était combattu par celui qu'elle avait, que sa fille s'attacha au colonel en vivant journellement avec lui. « Les choses sont en bon train, disait-elle à Elinor. C'est toujours son bras qu'elle prend pour se promener. »« Maman, il est ici le seul homme, » répondait Elinor. « Et moi je vous dis que bientôt, il sera en effet le seul pour Maria. Mais enfin, à présent, elle veut retourner à sa chaumière, et c'est très naturel. Il ne restera pas longtemps sans y venir. » Le soir même, la proposition de partir fut faite. Madame Jennings les chérissait, mais sa chère Charlotte et son petit-fils lui tenaient aussi au cœur, et il y avait longtemps qu'elle en était séparée. Elle ne fit donc que quelques légères objections sur la santé de Maria, qui furent bientôt levées. Le colonel était attendu à De la Forte pour les réparations du presbytère, mais il s'était laissé persuader facilement que sa présence était nécessaire à Cleveland, tant que Mesdames Dashwood y seraient. Tout fut donc arrangé pour leur départ, qui devait avoir lieu le surlendemain. Le colonel exigea qu'elle prisse son carrosse,
qui était plus grand et plus commode, et Madame Dashwood y consentit, en espérant que ce serait bientôt celui de sa fille. Mais de son côté, elle lui fit promettre que dans 15 jours ou 3 semaines au plus, il viendrait les visiter à la chaumière. Le moment de la séparation arriva, et ne fut pas sans attendrissement de tous les côtés. Maria ne croyait pas pouvoir assez témoigner de regret et de reconnaissance à Madame Jennings. Ses adieux furent si tendres, si pleins de respect et d'amitié, qu'ils réparèrent bien des négligences passées qu'elle se reprochait amèrement. Elle prit congé du colonel Brandon avec la cordialité d'une amie et d'une sœur. Ce fut lui qui la plaça dans la voiture. Madame Dashwood et Elinor montèrent ensuite. Le tête-à-tête de Madame Jennings et du colonel, le reste de ce jour, fut très triste. Il était obligé d'attendre le retour de la voiture, et Madame Jennings ne voulut pas le laisser seul. Elle s'attendait presque à une confidence de ses sentiments pour Elinor. Il n'en fit point, mais parla de la mère et des filles avec enchantement. 3 jours après, la voiture revint avec l'agréable nouvelle que ce voyage s'était très bien passé et que la convalescente n'était pas très fatiguée. Le surlendemain, Madame Jennings et sa Betty partirent pour Londres, où les Palmer étaient retournés, et le colonel, tout solitaire et tout pensif, prit le chemin de Delaford. La famille Dashwood avait été 2 jours en route pour ne pas fatiguer la malade. Elle ne s'en trouva pas incommodée. Tout ce que peut l'affection la plus tendre, la plus zélée, fut employé de la part de ses 2 sensibles compagnes. Aussi trouvèrent-elles leur récompense dans les rapides progrès de sa santé, dans la chaleur de son cœur et le calme de son esprit. Cette dernière observation, surtout, fit le plus grand plaisir à Elinor, elle qui l'avait toujours vue souffrir si cruellement, oppressée par l'angoisse de son cœur, n'ayant ni le courage de parler, ni la force de se taire, la voyait à présent avec une joie inexprimable, tranquille, résignée, contente par moments. Comme ce ne pouvait être que le résultat de réflexions sérieuses et de sa ferme volonté, il y avait lieu d'espérer que cela continuerait. En approchant néanmoins de Barton, qui était si plein de souvenirs pour elle, où chaque place, chaque arbre, chaque route parlait à sa mémoire et à son cœur, elle devint silencieuse et pensive, et afin d'échapper à leur attention, elle se pencha sur la portière, comme pour mieux voir le pays. Elinor ne put ni s'en étonner, ni la blâmer. Et quand elle vit à ses yeux, en lui aidant à descendre de voiture, qu'elle avait pleuré, elle trouva que c'était une émotion trop naturelle pour exciter autre chose qu'une tendre pitié. Elle la pressa contre son cœur en lui disant à demi-voix « Chère Maria, ici encore, nous pourrons être heureuses par notre amitié. »« Ah oui, répondit Maria. Puis elle ajouta « Chère chaumière, je veux t'aimer encore, et tes collines, et tes ombrages, et tes beaux points de vue. Je les admirerai avec mon Elinor. » Elle semblait se réveiller d'un songe pénible qui laisse encore des traces dans l'esprit et qu'on cherche à effacer. Lorsqu'elles entrèrent dans le petit salon, Maria tourna ses yeux tout autour avec un regard de fermeté décidée, comme si elle voulait s'accoutumer tout d'un coup à la vue de chaque objet avec lequel le souvenir de Willoughby était lié. Elle parla peu, mais ce qu'elle dit respirait une douce gaieté, et si quelquefois un soupir s'échappait, elle souriait en même temps pour l'expier. Après dîner, elle voulut essayer de toucher de son piano. Elle s'y assit. Mais la première musique qu'elle ouvrit fut un opéra que Willoughby lui avait procuré, où il se trouvait des duos qu'elle avait chantés avec lui. Et sur la première feuille était écrit de sa main le nom de Maria. Elle secoua la tête, mit ce cahier de côté, et après avoir promené au hasard ses doigts sur les touches, elle se plaignit d'être encore trop faible. Elle ferma l'instrument, mais en déclarant que, dès qu'elle serait plus forte, elle comptait s'exercer beaucoup et y réparer le temps perdu. Le matin suivant, tous ces heureux symptômes continuèrent. Elle avait passé une bonne nuit, et le corps et l'esprit étaient encore plus fortifiés. Elle eut l'air de se retrouver avec grand plaisir dans leur jolie demeure. Elle témoigna son impatience de revoir Emma, et parla de leur vie de famille à la campagne, entourée de quelques bons voisins, comme du seul vrai bonheur. « Quand le temps sera tout à fait beau, dit-elle, et mes forces bien revenues, nous ferons ensemble de longues promenades tous les jours. Nous irons à la ferme, de l'autre côté de la colline, où il y a de si jolis enfants. Nous irons voir les nouvelles plantations de Sir George. Nous irons à Abbeyland,
voir les ruines de l'ancien prieuré. Elle nomma ainsi une foule de sites qu'elle désirait de revoir, mais Altenham n'était pas du nombre, et celui-ci ne fut pas cité. « Nous serons heureuses, dit-elle avec gaieté. Notre été se passera doucement et utilement. Je ne veux pas me lever plus tard que 6 heures, et tout le temps jusqu'à dîner sera employé entre la promenade, la lecture et la musique. J'ai formé un plan d'études un peu sérieuse, et je suis décidée de le suivre. Notre petite bibliothèque m'est déjà bien connue, et je la réserve pour l'amusement. Mais il y a de très bons ouvrages anciens dans celle de Barton Park, et quant aux modernes, je les emprunterai du colonel Brandon, qui achète tout ce qui paraît de bon et d'intéressant. En lisant 6 heures par jour avec attention, je suis sûre d'acquérir dans une année un bon degré d'instruction, dont je reconnais que j'ai manqué jusqu'à présent, et qui sera pour moi une source de plaisir. » Elinor la loua beaucoup d'un projet aussi vaste et aussi utile, mais en même temps, elle souriait de voir cette imagination donner toujours dans les extrêmes et sortir de l'excès de la langueur, de l'abattement, de l'oubli de soi-même, par l'excès de l'occupation et de l'étude. Ce sourire se changea bientôt en soupir lorsqu'elle se rappela la promesse solennelle qu'elle avait faite à Willoughby de dire à Maria ce qui pouvait un peu le justifier. Elle craignait de troubler de nouveau l'esprit et le cœur de sa sœur, qui paraissait commencer à se bien guérir, et que ce qu'elle avait à lui communiquer ne détruisit, pour un temps du moins, ses projets de tranquillité. Elle résolut donc d'attendre quelque temps de plus, pour que sa santé et sa raison eussent fait encore plus de progrès. Mais cette résolution ne tarda pas à s'évanouir. Maria était restée 3 ou 4 jours à la maison, le temps n'étant pas assez beau pour une convalescente. Mais enfin, un matin, la température était si douce, si agréable, qu'elle fut tentée d'en profiter, et que Madame Dashwood consentit à la laisser se promener, appuyée sur le bras de sa sœur, dans la prairie devant la maison, aussi longtemps qu'elle ne serait pas fatiguée. Les 2 sœurs sortirent ensemble, marchant doucement, s'arrêtant quelquefois, et s'avancèrent assez loin pour voir en plein la colline qui dominait la chaumière de l'autre côté. Elles firent une pause. Maria regardait sa sœur en silence. Enfin, elle dit, d'un ton assez calme, en étendant la main. « C'est là, exactement là. Je reconnais la place. Voyez, là, où la pente est plus rapide. C'est l'endroit où je tombais, et où je vis Willoughby pour la première fois. » Sa voix faiblit un peu à cette dernière phrase. Mais bientôt elle se remit et ajouta. « Je suis charmée de sentir que je puis regarder cette place sans trop de peine. Pouvons-nous causer tranquillement sur ce sujet, chère Elinor ? Ou bien, dit-elle en hésitant, faut-il mieux ne point nous en occuper ? J'espère cependant que je puis à présent en parler comme je le dois. » Elinor l'invita tendrement à lui ouvrir son cœur. « Je puis déjà vous assurer, dit-elle, que je n'ai plus nul regret pour ce qui le concerne. Je ne veux pas vous parler de mes sentiments passés, mais de mes sentiments actuels. À présent, je vous jure, Elinor, que si je pouvais être satisfaite sur un seul point, je serais complètement tranquille. S'il pouvait m'être accordé de croire qu'il m'a aimée une fois, qu'il ne m'a pas toujours trompée, mais par-dessus tout, si je pouvais être assurée qu'il n'est pas aussi vicieux que je l'ai imaginé depuis l'histoire de cette infortunée jeune fille, et qu'il faudrait le croire pour que je dusse penser que c'était le sort qu'il me destinait. Oh, cette idée est cruelle, affreuse, et troublera toujours ma tranquillité. » Elinor recueillait toutes les paroles de sa sœur dans son cœur, et lui répondit. « Si vous étiez donc convaincue qu'il n'a jamais eu sur vous de projet coupable, et qu'il vous a vraiment aimé, vous seriez contente et tout à fait à votre aise ? Oui, oui, je vous le jure, et j'en suis sûre. Ma père y est doublement intéressée, car non seulement il est horrible de suspecter d'un tel dessein une personne qu'on a aussi passionnément aimée, mais ce dessein me fait honte à moi-même. Je lui ai montré mon attachement avec tant de confiance et si peu de retenue, qu'il a pu peut-être en conclure qu'il trouverait peu de difficultés. Cependant, je n'ai pas à cet égard à me plaindre de lui. Mais qui sait, vous pouvez m'entraîner une affection si vive pour un homme sans principe, qui regarde comme un jeu la perte d'une jeune personne. Oh, si je pouvais croire qu'il m'a mieux jugée. Et comment alors, dit Elinor, expliqueriez-vous sa conduite ? Je voudrais pouvoir supposer. Oh, comme je serais contente,
Oh, comme je serais heureuse si je pouvais seulement le croire inconstant, très inconstant et rien de plus. Elinor ne répondit pas. Elle débattait en elle-même s'il valait mieux commencer tout de suite l'histoire de la visite de Willoughby ou différer encore. Elles restèrent quelques minutes en silence. « Je crois me venger assez de lui, » reprit Maria en soupirant. « Quand je souhaite que ses réflexions secrètes soient aussi pénibles que les miennes, il en souffrirait assez pour la mener peut-être au repentir. » « Comparez-vous votre conduite avec la sienne ? » ?»« Non. Je la compare à ce qu'elle aurait dû être, à la vôtre, Elinor. »« À la mienne ? Vous avez tort. Nos situations ont si peu de ressemblance. Elles en ont plus que notre conduite. Ne permettez pas à votre bonté, ma chère Elinor, à votre indulgence pour moi, de défendre ce que votre jugement doit blâmer. Ma maladie m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a donné du loisir et du calme pour de sérieuses réflexions. Longtemps, avant que j'eusse la force de parler, j'étais capable de réfléchir. J'ai considéré tout le passé. Je n'ai vu dans ma propre conduite, depuis le premier instant de ma connaissance avec lui, l'automne dernier, rien autre chose qu'une suite d'imprudence envers moi-même, et de manque d'égard et de bonté envers les autres. J'ai vu que mes propres sentiments avaient préparé mes souffrances, et que mon peu de courage pour les supporter m'avait conduite au bord du tombeau. Ma maladie, je le sais bien, a été entièrement causée par ma négligence sur ma santé, que je sentais s'altérer avec plaisir. Une légère circonstance, indépendante de moi, en a peut-être raté le moment. Mais j'étais déjà très malade, et je faisais tout ce que je pouvais pour aggraver mon mal. Si j'étais morte, c'eût été par un véritable suicide. Je n'ai connu mon danger que lorsqu'il a été passé. Mais avec les pénibles remords que mes réflexions m'ont donnés, je m'étonne de mon rétablissement. Je m'étonne que la vivacité de mon désir de vivre, pour expier mes torts envers Dieu et envers vous toutes, ne m'ait pas tuée. Si j'étais morte, dans quelle douleur vous aurais-je laissé, vous, ma sœur, mon amie, ma fidèle et bonne garde, qui étiez en quelque sorte responsable de ma vie à notre mère. Vous qui aviez vu le chagrin, le désespoir des derniers temps de mon existence, et tous les coupables murmures de mon cœur, la détruire peu à peu. Comment aurais-je occupé votre souvenir ? Quel sentiment cruel, amer, auriez-vous eu toute votre vie en vous rappelant votre pauvre Maria ? Et notre bonne maman, que vous auriez eu la pénible tâche de consoler sans pouvoir peut-être y réussir ? Combien j'avais été coupable en désirant, en provoquant la fin de ma vie. Combien je m'abhorrais moi-même. Quand je regarde ma conduite passée, je n'y vois que des devoirs négligés, des faiblesses et des torts. Chacune de mes connaissances était en droit de se plaindre de moi. La continuelle bonté de l'excellente Madame Jennings, je l'ai payée d'un ingrat mépris, d'une négligence impardonnable. Avec les Middleton, les Palmer, même les Stills, j'ai été insolente et souvent injuste. Et ce digne colonel Brandon, combien n'ai-je pas de reproches plus cruels encore à me faire ? Je m'endurcissais le cœur contre toutes nos connaissances. Je m'irritais moi-même de leurs attentions, je leur cherchais des défauts, des ridicules. Avec John, avec Fanny même, quelle qu'ait été leur conduite, je n'ai pas été comme j'aurais dû l'être avec le fils de mon père. J'envenimais leurs torts au lieu de les pallier. Mais vous, mon Elinor, mon incomparable amie, mais ma mère, la meilleure des mères, combien vous ai-je tourmentée de mes peines ? Moi qui connaissais votre cœur, votre attachement sans borne pour moi, qui devait me consoler de tout, quelle influence a-t-il eu sur mes chagrins ? Aucune. Je m'y suis livrée tout entière, sans penser combien je vous affligeais inutilement, et sans le moindre avantage pour vous ou pour moi-même. Je me croyais bien sensible, et je n'étais qu'une égoïste. Votre exemple, Elinor, était devant moi. L'impression qu'il ne fit ne fut que momentanée, et je me replongeai bientôt dans ma mélancolie, sans penser combien elle augmentait vos peines. Ai-je cherché à imiter votre courage, à diminuer votre pénible contrainte, en partageant tout ce que la complaisance ou la reconnaissance vous obligeait à faire, et dont je vous ai laissé entièrement chargé, sans vous aider en rien ? Non, pas plus quand je vous ai su aussi malheureuse que moi, que lorsque je vous croyais heureuse. J'ai rejeté loin de moi tout ce que le devoir et l'amitié me prescrivaient, accordant à peine qu'il pût exister d'autres chagrins que les miens, regrettant seulement celui qui m'avait abandonné et trompé, qui avait médité ma perte, et vous laissant souffrir pour moi, sans m'en inquiéter, vous, pour qui je professais une amitié si tendre,
et qui m'en montriez une si dévouée. Oh, mon Elinor, votre cœur me pardonnera, je le sais, mais le mien me reprochera toute ma vie une conduite aussi condamnable. » Ses pleurs et ses sanglots l'empêchèrent de continuer. Elinor y mêlait les siens et les plus tendres caresses, et sans trop la flatter, sans nier la vérité des reproches qu'elle se faisait à elle-même, elle se plaisait à les adoucir, à lui répéter combien sa franchise et son noble repentir les effaçaient, à la relever à ses propres yeux. Maria serra tendrement sa main en lui disant « Vous êtes trop bonne, chère Elinor. L'avenir seul peut tout réparer, et il le fera. J'ai formé un plan de vie et je le suivrai. Tous mes sentiments seront gouvernés par la raison, et mon caractère naturel, qui n'est pas mauvais, quoique ma conduite l'ait été, s'améliorera encore. Il ne sera plus un tourment pour les autres et une torture pour moi-même. Je vivrai seulement pour ma famille. Ma sœur, ma mère et mes sœurs seront le monde pour moi, et c'est bien assez pour m'y attacher et me faire aimer la vie, où j'ai une si bonne part de douce affection pour de chers objets qui ne me tromperont jamais. Vous les partagerez entre vous. Je n'aurai pas, j'en suis bien sûre, le moindre désir de m'éloigner de la maison et de vous quitter, mais je vous suivrai dans la société de nos amis et de nos voisins, pour y réparer mes torts, pour y être plus humble, plus douce, plus attentive, et prouver que mon cœur est changé, à cet égard du moins. Car je n'ose dire encore, je n'ose promettre qu'il oublie jamais entièrement. Mais je ne ferai rien pour entretenir un sentiment qui serait coupable. Au contraire, j'emploierai toutes mes forces à le combattre et j'espère y réussir. Si je ne puis parvenir à l'anéantir complètement, je puis au moins le régler, le tenir en bride par la religion, par la raison, par une constante application et par l'étude. » Elle s'arrêta, puis elle ajouta d'une voix basse. « S'il m'était possible seulement de connaître son cœur, de savoir quels ont été ses projets, je serais tout à fait contente. » Elinor ne balança plus à lever ce voile, et y fut complètement entraînée, puisqu'elle le pouvait sans hasarder la paix de sa sœur, et au contraire, avec l'espoir de la lui rendre en entier. Elle la fit asseoir à côté d'elle sur un gazon assez sec, pour n'avoir rien à craindre pour sa santé, et la pria de l'écouter. Elle ménagea son récit avec adresse et précaution, à ce qu'elle croyait du moins. Mais dès qu'elle eut nommé Willoughby, le visage de Maria s'altéra visiblement. « Grand Dieu, c'était lui !» s'écria-t-elle. « Vous l'avez vu à Cleveland, si près de moi ?» Elle ne put rien dire de plus, mais fit signe à sa sœur de continuer. Elle tremblait. Ses yeux étaient fixés vers la terre. Ses lèvres devinrent aussi pâles que le jour qu'on désespérait de sa vie. Des larmes coulaient sur ses joues décolorées, et sa main pressait celle de sa sœur, qui lui racontait cette visite, mais non pas précisément comme on l'a lu. Elle se contenta de lui dire exactement tout ce qui pouvait, à quelques égards, justifier Willoughby. Elle rendit justice à son repentir, et ne parla de ses sentiments actuels que pour faire connaître son respect et sa parfaite estime. À mesure qu'elle avançait dans sa narration, la physionomie de Maria reprenait un peu de sérénité. Elle releva ses yeux et les porta d'abord sur sa sœur, puis vers le ciel. « Mon Dieu, dit-elle quand Elinor eut fini, combien je vous rends grâce, je ne désire rien de plus. Puissé-je être digne de l'excellente sœur que vous m'avez donnée ?» Elles s'embrassèrent tendrement et reprirent le chemin de la maison, d'abord en silence. Et ensuite, Maria hasarda faiblement quelques questions sur Willoughby. Elinor lui dit tout ce qu'elle désirait savoir. Elles ne parlèrent que de lui jusqu'à la porte de la maison. Dès qu'elles y furent entrées, Maria jeta encore ses bras autour du cou de sa sœur, la remercia et lui dit en la quittant « Chère Elinor, dites tout à maman. » Ensuite, elle monta l'escalier et se retira dans sa chambre. Elinor trouva fort naturel qu'elle eût besoin de quelques instants de solitude, et avec un mélange de sentiments doux et pénibles, elle entra auprès de sa mère pour remplir la commission de Maria.
sur le 13e et avant-dernier vlog lecture sur Raison et Sensibilité. Maria qui va beaucoup mieux. Elle est rentrée à la maison. Sa maman est venue aussi, comme c'était prévu, et tout le monde est rentré à la maison. Le colonel Brandon s'est ouvert à Madame Dashwood sur ses sentiments pour Maria. Et là, je me dis, il reste 3 chapitres et je me demande comment Jane Austen va clore ces couples-là, donc Maria et le colonel Brandon, et Elinor et Edward Ferrars. Parce que, bon, ce que j'ai lu, le livre le plus récent que j'ai lu de Jane Austen, c'est Orgueil des préjugés, qui, normalement, est son 2e livre. Sur les 6 qu'elle a écrits et publiés de son vivant, et le 7e étant inachevé et posthume, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le 2e. Dans Orgueil et préjugés, j'ai trouvé que la fin était un petit peu abrupte. Une fois que les personnes en fait dévoilent leurs sentiments, se font des promesses de mariage, etc. Le dernier chapitre, en fait, le dernier ou les 2 derniers chapitres avaient un petit peu un goût d'épilogue. Mais comme si on balayait en fait rapidement ce qui se passait, comment les gens, après s'être dévoilés, finissent en fait par se marier, et rapidement en fait qu'est-ce qu'il advient d'eux après ce mariage. J'ai un espoir en fait que ça soit pas tout à fait comme ça dans Raison et Sensibilité, mais j'ai l'impression qu'on s'y dirige quand même. Donc c'est une fin que j'avais un peu moyennement appréciée. Je la trouvais trop rapide en fait. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un chapitre ou 2 de plus, mais ça c'est mon goût. Hein. Je suis pas en train de dire que Jane Austen elle écrit quelque chose qui n'est pas de qualité, parce que c'est pas vrai. Mais donc il reste là je me demande comment ça va se conclure, parce que au final Maria elle a des sentiments qui sont plutôt amicaux envers le colonel Brandon. J'ai l'impression qu'elle a bien zappé Willoughby, qui va sans doute être malheureux dans son ménage. Et il y a toujours la question du mariage d'Edward Ferrars et de Lucy Stills. Donc là, je me demande comment ça va se passer. Je sais pas du tout, en fait. Je pense que la situation qui va se débloquer le plus rapidement, ça sera le colonel Brandon et Maria. Et qu'il va y avoir peut-être un truc... l'impression que j'ai, c'est qu'il va se dévoiler, ils vont apprendre un petit peu à se connaître, et qu'ensuite Maria va peut-être changer un petit peu son regard encore plus sur le colonel Brandon, et qu'on va avoir une espèce d'avance rapide entre guillemets dans le temps, une espèce de chapitre où il y a pas mal de temps qui se déroule, et c'est vrai que c'est des fins qui ne me satisfont pas trop. Et pareil pour Edward, je sais pas comment on va s'en sortir là, parce qu'il est promis à Lucy Stills, il s'est fait dégager de sa famille. Il est un peu... il a la corde au cou, très sérieusement, donc là je vois pas. Je ne vois pas du tout. À moins qu'il y ait un espèce de Deus ex machina, et que Lucy Stills lui préfère Robert qui a plus d'argent, qui est superficiel. Là je suis assez sceptique. Donc ça me plaît toujours autant, ça y a pas de souci. J'aime beaucoup la relation entre Maria et Elinor. On sent que Maria elle a pris de la maturité là, parce que elle s'est rendue compte qu'elle était si mal que ça l'a rendue malade, et qu'elle a essayé, comme elle l'a dit à Elinor, d'aggraver son état, et qu'elle glissait en fait dans un comportement un peu suicidaire. Mais du coup, elle a repris du poil de la bête, et ça c'est très bien. Et ça on l'a vu d'ailleurs, parce que quand elle a été déjà avec le colonel Brandon, quand elle était vers le temple grec, on a senti qu'il y avait quelque chose, genre il s'est passé ça là, mais c'est fini. Et quand elle montre à Elinor l'endroit où elle est tombée, et que c'est l'endroit où Willoughby l'a ramassée, on sent qu'elle laisse partir en fait, et c'est très bien. En fait, elle lâche prise. C'est bon, c'est fini, c'est derrière moi.
Donc là, je vois pas trop du coup comment ça peut se débloquer, mais je pense que Jane Austen, même si elle était très jeune quand elle l'a écrit, elle va très bien se débrouiller avec tout ça. Et j'ai hâte de lire tout ça, je pense d'ailleurs que je vais enchaîner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'il ne reste que 3 chapitres, donc le 50, 51 et le 52. Et puis voilà, sinon je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à laisser un petit message et à apprécier la vidéo ou à vous abonner avec la cloche blanche pour être mis au courant par notification de YouTube des mises à jour au niveau de ma chaîne. Et à bientôt. Au revoir.